Le business plan, c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre de présenter un projet, de quoi est composé un business plan, de la présentation des acteurs du projet. Après, on présente quel est leur projet, voilà. Pourquoi il est innovant, pourquoi avec ce projet-là, ils vont pouvoir s'insérer dans un marché et puis donc générer du chiffre d'affaires. Et puis après, on va présenter le prévisionnel. Et donc là, la partie chiffrée, donc la traduction chiffrée de toutes les actions qui ont été mises en place pour la création de cette activité. Bonjour, je suis Alexis du SPN et bienvenue dans la 10e émission de Inside Startinov, l'émission qui vous raconte les dessous de l'accélération. Je maintiens cette blague magnifique. Avec moi, aujourd'hui, Benoît qui est en train de se marrer. Bonjour, oui. Est-ce que tu pourrais commencer par raconter cette blague parce que personne ne la comprend? Ouais, non, c'est trop tard. Je l'ai pas compris non plus. Je continue de m'enfoncer. D'accord. Nicolas. Bonjour. De Dalohavet, dont tu vas nous reparler un petit peu. Ouais, je vous nous donner quelques nouvelles, puisque c'est la deuxième fois que tu viens dans l'émission. Et puis Marc, qui est un petit nouveau dans l'émission Inside Startinov, mais qui n'est plus nouveau dans Startinov, puisque ça fait... C'est la deuxième année. C'est la deuxième année. Alors Marc, on va te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et moi, je suis expert comptable, associé du cabinet Inextinso, et donc on est partenaire de Startinov. On accompagne les incubés sur tout ce qui est business plan, en leur expliquant tout ce qu'on a fait, comment se fait un business plan. Et puis on les accompagne tout au long de l'histoire pour essayer de leur montrer ce qui manque sur les chiffres ou ce qui est bien. Alors, voilà. C'est là que cette émission va prendre une tournure un peu épique. C'est que tout de suite, vous entendez parler de business plan et Marc parle de chiffres. Alors qu'on va essayer d'expliquer que le business plan, c'est effectivement des chiffres, mais pas que. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, mais... Et voilà, il fait la tronche. Il n'est pas content. Non, c'est sûr. C'est sûr, non, mais t'as raison, mais c'est de la traduction... Alors attends, tu vas pas griller tout. Mais je vais pas griller tout. Tout doux maintenant. Excusez-moi, je suis parti. Tu te lances tout de suite dans le spoil. Avant qu'on reparte tout de suite sur le sujet, quelques news de vos structures respectives. Alors Benoît, une petite news qui concerne... Là, tu me prends... Je te prends au dépourvu. Ouais. Donc moi, je suis Benoît Dujardin de Momentum Production. Donc j'ai une agence de communication et de marketing digital. Et puis j'ai aussi la particularité d'avoir une deuxième entreprise qui est peut-être pas tout à fait dans la définition qui a été faite ici de start-up parce que elle est sur une progression plus régulière et moins spectaculaire, on va dire. Voilà. Équilibrée. On dit que c'est une entreprise qu'on monte en bootstrap, je crois que c'est le terme. Donc c'est-à-dire qu'en fait... je travaille et je vis de mon activité principale Momentum Production et en parallèle j'essaye de développer cette société. Cette société, c'est la société Pro Bowlers. C'est un site de statistiques de basket qui a aussi une application de statistiques de basket et qui a des ambitions internationales. Voilà. Et pour l'actualité, on a changé de stratégie SEO et ça marche très très bien. Pour Pro Bowlers ? Pour Pro Bowlers, oui. On est en x4 sur le trafic sur les 4 derniers mois. Ah, donc tu te rapproches du modèle de croissance d'une startup. On commence à être un peu dans le up, donc peut-être qu'effectivement, on va rentrer dans la définition. Nico, de Dalohavet, une news de Dalohavet. Rappelle-nous Dalohavet. Ouais, je vais commencer par présenter un peu de quoi il s'agit. Dalohavet, on est dans le domaine de la santé animale et du bien-être animal. Donc, concrètement, en fait, on propose aux propriétaires d'animaux et aux vétérinaires d'échanger à distance. Donc ça prend la forme d'entretien vidéo. Lorsque les propriétaires ont une inquiétude, un doute, une question... sur la santé, le bien-être, le comportement de leur animal de compagnie. Donc là, on a rejoint l'accélération Startinov à la fin de l'année 2018, lorsque la saison a commencé. Et pour vous donner une news récente, on a commencé à commercialiser en ciblant les expatriés français à l'étranger, qui ont donc des animaux de compagnie à l'étranger, une communauté réduite, mais facile à cibler, avec donc une offre un peu spécifique pour eux qui s'appelle Mon Veto Français. Mon Veto Français. Voilà. Ok. Donc la petite news de la rentrée pour Dalohavet. Merci pour cette petite news, cette update d'Dalohavet. On va continuer à vous suivre, bien entendu. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de présenter Inextinso et de présenter Mister Marc. C'est gentil. Parce que vous êtes, il faut le dire, partenaire, sponsor pour la deuxième année de Startinov, l'accélérateur, que l'année dernière, on avait ajouté cette corde
à l'arc Startinov parce qu'on l'avait pas et que c'était un gros défaut et qu'on a vraiment fait le parti d'avoir une compétence d'expertise sur cette notion de données financières. Je ne vais pas parler de compta, mais de données financières et de stratégie financière. Et c'est pour ça qu'on est venu vous chercher. Et vous avez répondu positivement. L'année dernière, on a découvert ensemble comment travailler. Donc déjà, comment tu as vécu la première expérience l'année dernière, Marc, pour Inextinso ? Déjà, j'étais très, très satisfait de ça et ça nous a apporté vraiment intellectuellement un petit plus ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans notre métier, de voir ce qui se fait de nouveau et justement d'apporter un regard différent à tous nos autres clients en disant voilà ce qui se passe dans le numérique maintenant. Peut-être que si vous, au jour le jour, vous adaptiez ces solutions numériques, ça pourrait vous aider à développer d'autres activités ou aller travailler sur des nouveaux clients, toucher des nouvelles personnes. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis, l'intérêt de notre métier, c'est d'être déjà pluridisciplinaire, mais aussi d'avoir un ensemble de clients, enfin qui sont nos clients, mais qui ont des professions qui sont tellement différentes que intellectuellement, c'est hyper enrichissant. Et donc, on rajoute à ça cette notion de nouveauté, d'innovation. De transformation. Et tout ça, c'est vraiment enrichissant. Ça nous fait tous grandir, quoi. Ça vous fait vous retrouver dans des cas de figure inédits, parce que en fait, c'est souvent de la disruption, alors de la perturbation de l'économie classique, des modèles nouveaux, avec des problématiques nouvelles. Est-ce que tu dirais que vous êtes confronté à des problèmes que vous n'avez pas avec vos clients classiques ? Oui, c'est complètement différent de ce qu'on voit auprès de nos clients classiques. Maintenant, alors j'ai pas présenté encore Inextinso, peut-être que je le ferai un petit peu. Fais-le maintenant, comme ça, ouais, je peux le faire maintenant. Plus facile pour tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que Inextinso est déjà tourné un peu sur le numérique. Inextinso, c'est un cabinet d'envergure nationale. On a 250 agences en France et on est déjà partenaire sur d'autres actions numériques, d'autres actions innovantes. Et c'est déjà des éléments qu'on connaît, si tu veux. Donc, on n'est pas perdu face à ça. Et ce que je disais tout à l'heure d'être terre à terre, c'est aussi ramener toutes ces personnes qui sont justement dans la nouveauté, de dire on va faire ci, on va faire ça. Je dis oui, vous allez faire ci, vous allez faire ça, mais attention, oublions pas d'être un peu terre à terre et de mettre les chiffres. Je reviens encore un peu aux chiffres. C'est à la fin, qu'est-ce qui compte, c'est les chiffres, quoi. Donc il faut l'intérêt de notre métier et l'intérêt d'arriver dans des actions comme ça, c'est allier l'innovation au fait d'être un peu terre à terre pour justement venir et mettre et dire voilà, ok, tu veux faire ça, mais qu'est-ce qu'on met en face et qu'est-ce que tu fais comme action pour aller en face. Voilà, ça c'est pour nous c'est très enrichissant, ça nous fait réfléchir sur des nouvelles façons et puis on rencontre des personnes qui peuvent aussi apporter des éléments pour nos clients à nous. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui est vraiment qui nous fait avancer vraiment. Bon, on parle de business plan, j'aimerais bien qu'on apporte une définition, quelque chose de simple et pragmatique pour que ceux qui nous regardent, et on les remercie, puissent dire voilà, un business plan c'est quoi, qu'est-ce que c'est. Donc bon, allez. Pour moi, le business plan c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre de présenter un projet et notamment avec de nombreuses données chiffrées, voilà, parce que ça fait partie de notre vision des choses, on est formaté comme ça. Mais de quoi est composé un business plan ? Pour moi, la présentation des acteurs du projet. Donc, on présente qui fait quoi, pourquoi ils font ça. Les compétences, la légitimité à intervenir. Exactement. Après, on présente quel est leur projet. Voilà. Pourquoi il est innovant, pourquoi avec ce projet-là, ils vont pouvoir s'insérer dans un marché et puis donc générer du chiffre d'affaires. Et puis après, on va présenter le prévisionnel, et donc là, la partie chiffrée, donc la traduction chiffrée de toutes les actions qui ont été mises en place pour la création de cette activité. Donc ça veut dire une première partie qui va être les besoins et les ressources liées au financement, l'ensemble des investissements qui seront réalisés au départ pour lancer l'activité. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui va concerner l'activité en elle-même. Voilà. On estime qu'on va faire tant de chiffre d'affaires, qu'on va avoir tant de charges, qu'il va falloir qu'on emploie tant de personnes.
Tout ça, on le traduit en données chiffrées. Et à la fin, on a les données qui plaisent. Donc tout ça, c'est fait pour présenter à des financiers. Il faut pas non plus. C'est pour ça que je dis revenons aux objectifs clairs. C'est fait pour présenter à des financiers. Donc il faut qu'à la fin, on ait aussi la traduction en termes de trésorerie. Comment ça va tout ça va se traduire en trésorerie. Et où est-ce qu'on passe en trésorerie positive et est-ce qu'on va finir par gagner de l'argent, oui ou non. Et puis après, on fait les conclusions sur ce projet. Pourquoi ce projet nous semble viable ou non. Enfin, s'il est pas viable, on ne le présente pas, quoi. Si tu me permets, Alexis, c'est justement à ce moment-là, le moment de l'évaluation des investissements, des chiffres, enfin, peut-être que les investissements, c'est plus facile à évaluer que les recettes, parce que on ne sait pas ce que le client va faire. Et c'est peut-être à ce moment-là que la logique du business plan est parfois critiquée ou moquée même. C'est comment on définit, comment on arrive à mesurer qu'on va avoir tant de clients à tel moment. Et est-ce que vous avez des méthodes, vous, pour aider à... On n'a pas de méthode particulière, mais on essaye d'avoir une logique compréhensible. C'est-à-dire que ici, sur Startinov, je dis combien tu vas capter d'utilisateurs. Donc tu vas aller faire de la publicité, tu vas toucher tant de personnes. Donc le nombre de personnes que tu vas toucher, combien tu vas réussir à convertir de personnes en pourcentage. Et avec ces personnes-là, quel est ton panier moyen, combien tu vas vendre. Si je fais un comparatif avec des prévisionnels que j'ai fait pour dire, voilà, alors on lit pas dans les boules de cristal, personne ne sait faire, mais on essaie d'avoir des hypothèses qui sont cohérentes en fait. Pour revenir à des choses pas innovantes, mais par exemple, moi j'ai fait un prévisionnel pour un client boulanger qui voulait installer une activité qui n'existait pas. Il m'a dit, j'ai un super emplacement qui est dans un rond-point très passant. Il m'a dit, voilà, il y a tant de passages de voitures par heure. Moi, je sais que je suis capable de capter tant de pourcentage de ces voitures-là. Et quand je vais les capter, je sais que mon panier moyen, c'est 3,80 €. Et là, on arrive déjà à partir sur des hypothèses de chiffre d'affaires qui seront réalisées en fonction des hypothèses. Et on rajoute à ça, par exemple, des fluctuations saisonnières. Voilà, dans un restaurant par exemple. Je reviens toujours à des données que les gens connaissent, mais effectivement, quand on est dans un restaurant en bord de mer, on va faire tout de suite beaucoup plus de chiffre d'affaires l'été que l'hiver. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que moi j'aime beaucoup quand on fait le parallèle entre ce qu'on peut appeler une activité traditionnelle d'une activité au modèle start-up. Tu peux effectivement avoir ce prévisionnel avec ces calculs prévisionnels. Dans le cas d'une start-up, plus elle est jeune, plus les prévisionnels, ils sont flous, ils s'appuient sur des données qui sont à vérifier, et on sait que ce travail, il doit être affiné et poussé. Et au fur et à mesure et c'est là qu'est le risque en fait pour une structure qui accompagne, ou qui va financer, ou qui va aider une start-up, c'est que on sait que les 12 premiers mois, on aide à faire mûrir ces données, à faire grandir ces informations pour que ce soit de plus en plus fiable. Et donc, on sait que des fois, on soutient alors qu'on a des choses à valider. Notre rôle, c'est justement d'affiner la méthodologie pour que, aussi bien financièrement que dans la réponse aux besoins, l'accélérer réponde de manière de plus en plus précise sur sa connaissance du marché. Et aujourd'hui, avec le recul des années d'accélération, quand on a des startups qui nous disent « cette année, je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 20 », on sait que cette information, elle est vérifiée et que les contrats vont arriver, que cette multiplication du chiffre d'affaires par 20, elle répond à l'obtention de 50% des contrats, des devis, et donc tu sais que tout ça c'est précis, et que derrière ça se traduit par un besoin en financement qui peut être soit du prêt, soit de la levée de fonds, voilà. Plus tu avances dans le temps, plus les données de la start-up, et c'est là où on en revient au modèle, à la différence avec l'entreprise traditionnelle, c'est que dans l'entreprise traditionnelle, tu as une information qui va être plus fiable au début de la création de l'entreprise, alors que sur la start-up, ces informations, elles s'affinent au fur et à mesure de la vie de la start-up. Et puis ces informations dont tu parles, l'entreprise en a aussi besoin, ou l'entrepreneur en a aussi besoin pour lui-même.
Marc, tu parlais de faire un business plan pour le présenter à des investisseurs. Oui. Avant de le présenter à des investisseurs, ça sert aussi beaucoup à soi. Adresser sa ligne. Voilà, adresser sa ligne, à savoir où c'est on deux va, choses, ouais. à être sûr de prendre en compte tous les éléments auxquels il faut penser. Comme dans tout projet, souvent on a un peu tendance, si on a un minimum rationnel, de mettre par écrit ce qu'on a, la façon dont on voit les choses, les éléments dont on dispose, les éléments qui restent de simples hypothèses. Et puis petit à petit, tout ça s'affine. Les hypothèses, on a de plus en plus de sécurité sur la valeur des hypothèses. On peut les considérer de plus en plus comme des vérités, mais dès le début, c'est quand même très utile de mettre, de formaliser en fait les éléments qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des hypothèses alors chiffrées pour te rejoindre, tangibles, pour pouvoir dire cette hypothèse, je la valide ou je l'invalide. C'est-à-dire que, l'objet de ma question tout à l'heure au début, et Alexis a retouché un peu, puis quand tu as pris l'exemple de la boulangerie, ça y fait écho. Ça doit être difficile pour vous dans l'accompagnement, pas impossible mais difficile. Non. Quand une boulangerie se monte, vous pouvez comparer à d'autres boulangeries parce qu'il y a plein de boulangeries. Quand Google se monte et qu'il n'y a aucun modèle économique qui existe et que ça devient au final la plus grosse entreprise au monde. Même Dalouavette. Ou Dalouavette, mais c'était pour prendre un exemple le plus. Parce que Dalouavette, à la On limite. n'a pas accéléré à Google. Pardon. Mince. Donc il faut prendre que des accélérés. Non, mais à la limite, maintenant, effectivement, peut-être qu'avec l'historique. Enfin, vous arrivez à vous reposer sur l'historique des startups, même si c'est sur des domaines différents, pour avoir des tendances qui vous permettent de comparer comme vous faites avec les boulangers, par exemple. C'est hyper difficile parce que chaque startup a son activité bien propre. Est-ce que ça serait pertinent, quoi? Et est-ce que c'est pertinent? J'en suis pas sûr, quoi. Je veux juste revenir sur ce que disait Nicolas. Effectivement, quand on a fait la présentation à tous les incubés, c'est ce qu'on leur a dit. Il y en a un qui nous a dit, de toute façon, ça sert à rien, un business plan. On lui a dit, mais attends, mais si. Parce que moi, j'ai pas besoin d'aller voir de financeurs, ça sert à rien. Je lui ai dit, mais toi, ça va te servir à te donner une ligne directrice de ce que tu veux faire, ou de où tu veux aller, quoi. Si t'as pas de direction, tu sais pas comment tu avances, quoi. Donc ça donne ça. Ça, c'est un petit peu court-termiste comme vision pour une startup, parce que la startup, le gars, il est tout seul. La réponse, il te donne ça, il est tout seul ou il est tout seul avec son associé, ils sont deux, tu vois. Mais dès que tu fais rentrer un nouveau collaborateur ou un nouvel associé, il a envie de savoir où ça va. T'as besoin d'avoir cette ligne directrice. Et si tu l'écris pas, il y a aussi une question de... Excuse-moi. Non, je voudrais juste rajouter que un business plan, ça se fait au départ, mais ça se fait à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que, je disais ça ce matin à des incubés, on peut en faire tous les 6 mois si on a envie, quoi. Un business plan. Et même, ça serait même intéressant de dire, qu'est-ce qu'elles font les grandes entreprises industrielles? Elles font des budgets tous les ans, tous les 6 mois, des budgets semestriels. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est des business plans, mais juste chiffrés, c'est juste des prévisionnels. Mais c'est la même chose. Donc, ça serait intéressant, un incubé, une start-up, effectivement, on peut en faire un au départ. Ce serait très, très intéressant d'en faire un au bout d'un an. Et qu'est-ce qui se passe là quand on intervient ici? On a un début et on a un an après avec beaucoup plus de données. Et bien, on change tout. Et on repart sur des données qui sont un peu plus cohérentes. Mais par contre, celles qu'on a fait dès le départ nous ont permis de déjà donner une première direction. Voilà. Tu as défini le business plan comme une présentation tout à l'heure, mais c'est aussi une démonstration. Une démonstration où chaque élément va venir appuyer l'élément suivant pour aboutir à la conclusion, qui est la question que tu posais tout à l'heure, comment est-ce que l'entreprise va faire du CA, comment est-ce qu'elle va faire du résultat. Donc le business plan doit nécessairement être cohérent, et à chaque fois qu'un élément sur lequel propose l'entreprise évolue, tout le business plan évolue. Oui. Puisqu'il faut que ça reste cohérent, que ça reste une démonstration, et que sinon ça se retrouve un peu bancal. Alors en fait, si vous allez me dire si vous êtes d'accord ou si je fais de la provoque, c'est que dans le business plan, on a donc, on a évoqué une première partie qui évoque la stratégie de l'entreprise et quels sont les moyens de cette stratégie et comment cette stratégie se traduit en objectif. Et puis une deuxième partie qui est la traduction financière de cette stratégie. Est-ce que cette première partie stratégique, Nico, vous l'avez vu, vous, dans un workshop qui était séparé de la partie financière? Cette première partie stratégique, elle répond à toutes les questions que... j'ai dit que c'était une démonstration. Je suis d'accord avec cette définition. Cette première partie stratégique, en fait, c'est un enchaînement d'idées sur lequel repose le business, sur lequel repose l'activité économique. Donc, il faut présenter ce que va faire l'entreprise, mais aussi qui vont être ses clients, comment elle va les trouver, comment elle va les atteindre, comment elle va leur vendre, de qui elle va avoir besoin, avec qui elle va devoir travailler, etc. Et tout ça, ça se définit peu à peu.
On s'est pas assis un jour à un atelier en disant bon allez aujourd'hui on va écrire le business plan et à la fin ce soir on aura un beau business plan et on saura ce qu'on va faire, ce qu'on va vendre et à qui on va le vendre et de quelle manière. Ça s'est fait, tous ces éléments ont été définis petit à petit et donc le business plan a été, du moins pour Dalo Avet, vraiment construit progressivement. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez rappelle-moi le nom du nouveau site avec Mon veto français. Mon veto français. Quand cette idée arrive, elle était déjà prévue ou c'est une idée qui naît au fur et à mesure de la vie de l'entreprise? Non, elle n'était pas prévue. Et alors justement, la question, si elle n'était pas prévue, est-ce qu'on l'intègre au business plan? C'est peut-être plutôt toi, Marc, que je pose la question. Est-ce qu'on l'intègre au business plan? Est-ce qu'on fait évoluer le business plan en disant voilà, il y a un nouveau critère, un nouveau paramètre? Mais le business plan, il évolue tout le temps. Enfin, et vous m'arrêtez si c'est pas bien de faire des comparaisons à chaque fois, mais même dans des entreprises traditionnelles, il m'arrive d'en faire 5 versions avant d'arriver à une version finale. Voilà. Il évolue tout le temps pour tenir compte des changements, quoi. Et je reviens un peu sur ce que disait Nicolas. Nous, en tant qu'experts comptables, on pourrait un peu se comparer à des médecins généralistes. C'est-à-dire que on va dire, bon, nous on considère qu'ici il y a un problème, va voir un spécialiste pour t'avancer. Je pense qu'en termes de marketing, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher des nouveaux clients. Va voir Benoît Dujardin qui pourra t'aider. Je plaisante. Il faudrait que vous soyez remboursé par la Sécu. En fait. Voilà, c'est ça. Tu vois. Non, mais voilà, l'idée c'est que voilà, nous on se pose des questions, on s'interroge et après on réfléchit avec les personnes pour essayer d'aller trouver d'autres partenaires qui vont faire grandir l'entreprise et l'aider à arriver aux objectifs qui ont été définis dès le départ. On connaît la différence entre un bon et un mauvais chasseur. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais business plan? Alors, je pense qu'un mauvais business plan, c'est juste une présentation chiffrée. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc c'est quand il manque l'argumentaire. Quand il manque l'argumentaire et l'explication des chiffres. Voilà. Donc la première partie qu'on a évoquée. C'est exactement ça. La stratégie, les objectifs, les moyens. Les chiffres, on a réussi à te dire, en fait, on a réussi à te faire dire que les chiffres sont secondaires et que c'est crucial de d'abord faire la stratégie. Mais bien sûr, mais en fait, si tu veux... bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais qu'est-ce qui nous fait vivre? Enfin, moi, qu'est-ce qui me enrichit tous les jours dans mon contact avec les clients? C'est leur projet. C'est leur projet et comment on les fait aller plus loin dans ce qu'ils ont, dans leur vision de leur entreprise. C'est ça qui est intéressant dans notre métier, si tu veux. C'est pas les chiffres, c'est juste la traduction des chiffres. Voilà. Si on devait terminer l'émission là-dessus, ce serait parfait. Hein. Mais non. Mais j'ai plein d'autres trucs comme ça encore. Non, mais c'était intéressant. C'est quoi un bon business plan? C'est quoi un mauvais business plan? Parce que des business plans, on en reçoit beaucoup. Nous, est-ce que vous pouvez regarder mon business plan et me dire ce qui va pas? En fait, non, mais tu vois, faire ça. Bon. Surtout s'il y a qu'un tableau de chiffres, en fait. J'ai envie de dire, bon, tu vois, le bon business plan, tu vois, enfin, le mauvais business plan, tu vois, il a des chiffres, tu vois, ça arrive au résultat, tu vois. Puis, le bon business plan, tu vois, t'as un chiffre, t'arrives au résultat. Mais c'est un bon business plan. Ouais, c'est pas pareil, c'est un bon business plan, quoi. C'est parfait, je pensais pas qu'on arriverait à ça à ce moment-là, mais voilà. Bon, très bien. Merci pour la réponse. On gardera accès de la passée d'avant. Ouais. D'accord. Bon, Nico, est-ce que votre business plan est un bon business plan ou un mauvais business plan? Écoute, j'espère que c'est un bon business plan. Excuse-moi, tu es un peu plus jeune que nous, tu connais la référence ou pas là, Oui. De toute façon, c'est des questions à la con, ça. Mais c'est les inconnus, c'est le chasseur et le bon chasseur. Mais t'as vu le sketch ou? Je connais. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi tu dis ça là? On se prend tous un coup de vieux. On est vieux et peut-être qu'on fait des blagues, les gens regardent et ils savent pas de quoi on parle. Donc, je sais pas comment repartir après. Non, ma question, moi j'aurais envie de savoir, il dit quoi votre business plan, vous, sans rentrer dans les détails des chiffres? Des hypothèses sur la façon dont on peut adresser ce marché et combien de personnes est-ce qu'on peut atteindre sur ce marché. Donc, c'est là où on entre dans les hypothèses, mais des hypothèses qui s'appuient sur des éléments qu'on a acquis auprès de nos clients. Et puis après, on entre vraiment dans les chiffres, donc dans ce qu'on appelle le prévisionnel, avec des projections financières sur 3 ans. Et vous êtes dans une réflexion de levée de fonds ou pas? Oui. Donc dans ces cas-là, le business plan, indispensable, j'imagine. Oui, c'est indispensable parce que quand on est dans le cadre justement de cycle d'une start-up, la levée de fonds elle est primordiale pour, alors là je vais parler en termes comptables, mais ce que nous on appelle le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, c'est si tu veux, tu as ta ligne de rentabilité qui est comme ça, et toi tu vas commencer avec une start-up qui est comme ça, où tu as toute cette partie-là entre la ligne et la courbe qui faut combler. Voilà, qui est en dessous zéro, et tout ça il faut le combler.
Donc ça, tu vas le combler comment ? Par des levées de fonds, quoi. Donc et c'est important justement de calculer ça pour faire que tout se passe bien et que toute cette partie-là, tout ce moment-là où tu es en dessous de zéro, tu l'as comblé par des fonds qui ont été levés et tu puis peux que vivre. Tu vas pouvoir combler aussi par la partie qui est au-dessus de zéro dans les années à venir. Dans les années à venir, exactement. L'investisseur, il donne pas, bien entendu, c'est ça. À vide. Ce que je voulais évoquer également, c'est que nous, le business plan, c'est la troisième, ça fait partie de la troisième brique, comment bien vendre. Et pour autant, on le découpe en deux thématiques d'accompagnement. Une première thématique qui est la partie business plan, qui est réalisée notamment avec Pierre Goubeau, notre expert qui anime les workshops sur le business plan. Et puis vous, in extenso, sur cet accompagnement à la fois en collectif et en individuel sur la partie financière. Et en fait, même si c'est la dernière partie, parce qu'on estime qu'il est hyper important que le marché soit vérifié, que le besoin soit étudié, qu'on ait construit un prototype très tôt pour vérifier toutes les informations que Nicolas évoque dans la démonstration qu'est le business plan. Le workshop, la préparation au business plan, on l'a fait très tôt dans l'accompagnement. Parce qu'en fait, comme Nicolas l'a évoqué, c'est des cases, c'est des thématiques que tu vas compléter à force de recherche, d'études, d'observation, d'acquisition, de vérification d'hypothèses. On souhaite que les accélérés puissent répondre aux besoins du business plan au fur et à mesure. Et qu'on ne se pointe pas 3 jours avant le démodé en disant je fais mon business plan et puis mais ça j'ai pas vérifié ou ça j'ai pas l'information. Donc on le fait très tôt pour que les informations soient complétées au fur et à mesure, enrichies au fur et à mesure de l'accompagnement. En fait, l'idée, ce qui est intéressant, c'est on a commencé là, et puis ce matin j'étais là pour aider quelques incubés. L'idée, c'est de dire on commence tôt, on donne les notions, et on se revoit après pour justement remodifier les chiffres. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Effectivement, on part sur des données, on les modifie. Bien évidemment, c'est modifiable, et heureusement que c'est modifiable. Et on se revoit un petit peu plus tard, et on rechange les chiffres, et on voit où ça va. Parce qu'au tout début, il y a quand même un peu une forme de pifomètre. Enfin, bien sûr, on sait pas trop, évident. On connaît pas le marché. Non. D'autant plus dans ces secteurs-là. Donc, la bonne vieille technique du doigt mouillé, voilà. Mais ça, c'est au tout début, quand les gens n'ont pas encore gratté sur comment ils vont faire, comment ils vont arriver à faire du chiffre d'affaires. Enfin, je parle là-dessus parce que je sais en tête, mais ils n'ont pas encore gratté tous les éléments de ce qui allait être leur entreprise. Voilà. Donc oui, tiens, ça, on se dit que ça va coûter un peu de sous, ça, en même temps. Voilà. Mais des fois, ça suffit aussi à dire, non, j'arrête tout de suite parce qu'en fait, mon modèle, il n'est pas viable. Tu vois, ça peut être aussi un gain de temps, quoi. De dire, non, là, finalement, on est vraiment mal parti, il faut vraiment qu'on change de modèle ou qu'on arrête complètement avant de se planter, quoi. Alors justement, ça, ce critère-là, je voulais te demander, Nico, toi qui es dans le groupe des incubés, des accélérés, est-ce que ça veut dire que le business plan, ça fait un peu peur aussi parce que ça peut dire des vérités qu'on n'a pas trop envie d'entendre quand on est dans le rêve de son projet. C'est-à-dire que quand on met tous les chiffres en face et qu'on a fait le truc réaliste, on se dit, mince, en fait, ça marche pas, quoi. Peut-être que ça peut faire peur, ça dépend sans doute de la forme d'esprit de chacun. Comment t'as senti le groupe C'était l'atelier où on n'avait pas trop envie d'aller et c'est pas non, je pense que tout le monde était. Non, je pense pas que ça faisait peur à personne. Au contraire, le fait de poser sur la table les éléments qu'on a, de rationaliser en fait, de présenter ce qu'on a et puis de faire une bonne démonstration de notre business plan, moi ça a plutôt tendance à me rassurer. Parce que ça me rassure sur la cohérence du business model, sur la façon dont ça va pouvoir dégager du chiffre d'affaires, dont l'entreprise va pouvoir fonctionner. Donc moi, c'est plutôt rassurant pour moi. Et je pense que les autres accélérés étaient un peu dans la même logique. J'ai vu personne avoir peur du business plan. Peut-être certains étaient un peu rétifs aux chiffres. Donc ça, c'est plus pour la partie prévisionnelle. Mais c'est tout. Après, il faut que nous aussi, on croit au projet pour le défendre, quoi. Donc tu vois, les gens qui viennent nous voir, quand ils sont dans ce cadre-là, il faut déjà qu'ils croient en eux, ils croient en leur projet. Parce que moi, si la personne, elle me convient pas, j'y vais pas du tout, quoi. Donc t'as déjà cette étape-là. Donc des fois, ça peut être un peu intimidant de dire, je viens, mais je suis pas tout à fait prêt, quoi. Donc
Je dis, si t'es pas prêt, il faut qu'on avance, faut travailler, parce que sinon, on n'ira nulle part, quoi. Et effectivement, des fois, il y a des vérités qui sont pas toujours très agréables à entendre, mais mon métier, c'est de les dire. Et si je les dis pas, je fais pas mon métier. Ton métier, c'est de dire la vérité sur les chiffres, mais pas que. Hein. Pas que. Non, pas que. Une dernière news, quelque chose à nous partager plutôt, un envie. Voilà, Benoît, tu vas. Vous êtes dans la préparation du prochain TEDx à Poitiers. Ouais, on prépare le TEDx 2020. Je vais pas encore donner ni la date ni le lieu, mais ça sera en 2020. Puis je participe aussi prochainement au Startup Weekend que vous organisez, qui va être un moment très sympa, je pense. Donc, exactement, prochain Startup Weekend à Poitiers. 16-17 novembre, je crois. C'est un samedi, vendredi, samedi, dimanche, 15-16-17, je crois. Exactement, 15-16-17 novembre à Poitiers, à Cobalt. Et ça va être très sympa. Le premier avait été vraiment génial. Alors, écoute, on espère que le deuxième, mais normalement le deuxième sera aussi bien que le premier. Nico, l'étape, bientôt, vous viendrez peut-être nous raconter comment ça se passe pour Mon Veto Français. C'est ça, on attend d'avoir un peu de retour là-dessus. Mais en tout cas, une des étapes pour vous, c'est le démo day de Startinov Academy. La fin de l'accélération. La fin de l'accélération le 18 octobre à Angoulême. Et toi, Marc, un gros événement justement le 18 octobre qui fait que tu ne seras pas parmi nous pour le démo day. Donc c'est notre convention régionale qui est réservée aux collaborateurs d'Inextinso, qui accueillera les 750 collaborateurs de juste la région centre-ouest, puisque Inextinso c'est 5000 collaborateurs sur toute la France. Et en termes de... Je vais dire 750 experts comptables. Non, pas 750. Il faut beaucoup de tables. Hein. On est pluridisciplinaire, on a des juristes, on a des gens qui sont responsables du social, on a plein de choses, des gestionnaires de patrimoine. Donc il n'y aura pas que des comptables. Mais c'est toi qui t'en occupes et tu mènes... Je vais être le maître de cérémonie. On a des belles surprises à offrir à nos collaborateurs avec un super spectacle. Mais ça, je dis pas parce que c'est une surprise. Et en nouveauté à Poitiers, voilà, vous avez vu Geoffrey qui nous a accompagnés et qui est sur la voie de l'association. Donc, si vous souhaitez venir voir des experts comptables qui vous écoutent et qui sont jeunes et dynamiques, eh bien, vous pouvez venir à Poitiers puisqu'on qui travaille avec les startups. Et qui travaille avec les startups, n'hésitez pas à venir nous voir. Et il se vend super bien. Hein. Même pas besoin de le faire pour c'est lui. C'est pas qu'un comptable. Hein. On voit qu'il y a... C'est gentil. Merci à tous les trois pour ces échanges autour du business plan qui, comme on l'avait annoncé, n'est pas un sujet facile, mais qu'on a quand même bien débroussaillé et de manière fluide. C'est ça. Merci à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission dès la semaine prochaine. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À bientôt!